Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'On Your Marks dans lequel j'ai le plaisir de recevoir 3 invités très spéciaux, Cédric, Nicolas et Lionel, 3 membres, dont le cofondateur du crew de running le plus emblématique de France, j'ai nommé Joli Foulé. Joli Foulé, ce n'est pas juste un énième crew de running né il y a moins de 2 ans, c'est une véritable institution, plus de 10 ans d'existence, une communauté soudée, une énergie unique et surtout une passion partagée pour la course à pied. Au programme, pas de haut niveau, pas d'entraînement millimétré, pas de performance stratosphérique, pas de mecs qui se prennent au sérieux, juste des gars normaux, passionnés, qui ont vécu des choses complètement folles grâce à leur humour, leur esprit d'équipe et leur amour du running. Avec eux, on va parler de leur histoire, de la création du groupe, de leur délire, des moments les plus marquants qu'ils ont pu vivre grâce à Joli Foulé, mais aussi de leur vision de la course à pied et de son évolution depuis ces 10-15 dernières années. Bref, un moment hyper passionnant avec 3 gars passionnés, impliqués et inspirants. Je vous laisse découvrir tout ça, bienvenue dans ce nouvel épisode d'On Your Marks avec Joli Foulé. Mais avant de lancer l'épisode, je tenais à vous rappeler qu'On Your Marks a la chance d'être soutenu par Distance pour nous aider à créer toujours plus de bon contenu autour du running. Distance, c'est une équipe de passionnés de course à pied. Ils ont 4 boutiques, une à Paris, une à Lyon, une à Copenhague et une à Iten, et bien évidemment un site internet sur lequel vous pourrez retrouver le meilleur matériel de course à pied possible. Cette année, grâce à notre partenariat, Distance offre 10% de réduction aux auditeurs d'On Your Marks avec le code ONYourMarks10. Alors n'hésitez pas et allez jeter un coup d'œil chez eux, vous y trouverez forcément ce que vous cherchez. Bon épisode! Merci beaucoup à tous les 3 de me recevoir, c'est un plaisir de vous rencontrer. Alors j'en connais déjà un au milieu depuis quelques mois maintenant et j'ai hâte de rencontrer ces 2 compères de ce soir. On est aujourd'hui ensemble pour enregistrer un nouvel épisode d'On Your Marks qui va parler de Joli Foulé. C'est le crew, l'équipe, le collectif de running que vous avez créé il y a plus de 10 piges maintenant. Bon, on va parler un peu de l'histoire ensemble de Joli Foulé, mais l'épisode il va être consacré à le collectif, son histoire, ce que vous avez fait, l'origine d'une bande de potes qui décide de mettre un peu en avant le running. Mais avant qu'on commence à discuter de tout ça, j'aimerais bien que vous preniez un petit moment pour vous présenter, parce qu'on en connaît certains un peu plus que d'autres. Il y en a qui sont un peu plus présents sur les réseaux, d'autres qui sont un peu plus dans les coulisses. Aujourd'hui, on a la chance de vous avoir tous les 3, donc c'est hyper cool, hein. Merci beaucoup de prendre le temps de participer. Est-ce que vous pourriez du coup prendre un petit moment pour vous présenter, nous dire qui vous êtes, le rôle que vous avez dans Joli Foulé et qu'est-ce qui vous rassemble aujourd'hui en ma compagnie. Bonjour tout le monde, moi c'est Nico, plus connu chez Joli Foulé comme le coach Nibrin ou encore le Corbeau. J'ai 36 ans, je suis père de 2 enfants, je vis à Louvciennes en banlieue parisienne, mais je suis originaire de l'Isère et je bosse dans la communication au sein d'une marque de lunettes sur Paris qui s'appelle Easy Peasy et je suis chez Joli Foulé, je veux pas dire de bêtises, depuis 2015, donc effectivement ça commence à faire pas mal d'années. 10 piges. 10 piges. 10 piges. Ok, merci beaucoup. Salut Mathis, moi c'est Lionel Jagorel ou Lionel Fracture, connu sous les 2 noms. J'ai 38 ans, je vis à Lyon, je suis papa d'un petit Lewis et je travaille pour le magasin de Distance et l'agence qu'on a à côté DST Studio. Et j'ai cofondé Joli Foulé avec mon pote Idriss il y a en 2013. Voilà. Merci. Salut Baptiste, salut à tous. C'est comment Mathis. Non mais putain, parce qu'il avait des coups tout le temps avec Baptiste aujourd'hui, là, j'étais perdu. Pardon. Je recommence, ça part bien. Salut Mathis, salut à tous. Je me présente, je m'appelle Cédric Ganguia, aka Gouffrisé sur les réseaux ou Sailors. Ouais, ou Sailors pour les internationaux.
Je suis papa d'un petit Camille qui a tout juste 3 mois, donc un petit nouveau-né. J'ai 37 ans et je travaille dans le marketing digital chez Mappa Spontex, donc les gants et les éponges Spontex. J'ai intégré Jolie Foulée, je pense officieusement en 2017 et vraiment officiellement en 2019. Et le rôle que j'ai chez Jolie Foulée, c'est vraiment d'être untalented, runner, clairement. Trop cool. Vous avez tous des surnoms que moi, le tien Lionel, il me fait super marrer. Lionel Fracture, je t'ai jamais demandé pourquoi d'ailleurs tu s'appelais comme ça. C'est quoi un peu l'origine de vos surnoms? Ouais, je pense que ça vient de pas mal de chambrage entre nous et puis comme on rédige pas mal sur nous, c'est toujours bien d'avoir au lieu de dire Nico, Nicolas, il a son petit surnom Nibrin. Ouais. Cédric, il se l'est donné un peu lui-même, c'est un surnom qui date vraiment de il y a très longtemps, à l'époque du lycée, des skyblogs. Et moi, Fracture, il y a un lien avec la course à pied parce que il y a je sais plus dire maintenant, 2011 peut-être, je me suis cassé la jambe, j'ai eu une fracture, j'ai eu une greffe, ça a recassé, enfin bref, j'ai eu pas mal de blessures et puis c'était l'époque de Facebook où tout le monde voulait pas forcément mettre son nom de famille direct sur Facebook, donc on mettait un faux nom de famille et moi depuis ce temps-là j'ai Lionel Fracture et voilà. Il y a des gens qui pensent que c'est mon vrai nom, je reçois je t'avoue que j'ai mis longtemps avant de savoir si c'était ton vrai nom ou pas. Ouais, je reçois des fois des courriers Lionel Fracture voilà. Monsieur Fracture. Et ça marche bien. Ok, en tout cas ça dissuade parce que sur les compétitions, avant qu'on se rencontre vraiment, j'avais toujours eu peur d'aller te voir. Parce que je me suis dit, c'est un Lyonnais, il doit y avoir une histoire, un truc comme ça, j'espère que c'est pas un mec qui casse des gueules sur les compétitions au départ des crosses, mais du coup très heureux de savoir que c'est juste une histoire de jambes pétées. Non, le nom il fait peur, le physique il fait peut-être un peu moins peur. Ouais, trop cool. Et du coup, alors comment est-ce que vous vous connaissez tous les trois, enfin même tous les trois, vous êtes plus que trois dans Jolie Foulée. C'est quoi un peu l'histoire? Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, même 10 ans après, vous soyez encore ensemble? C'est quoi un petit peu l'origine des liens qui vous unissent? Bah moi j'ai rencontré Lionel par le boulot, j'étais en stage de fin d'études dans une agence de RP. Ouais. J'avais une vieille marque de t-shirts à message pour courir dont je m'occupais. Et j'avais effectivement spoté un peu les premiers contenus qui avaient sorti Jolie Foulée, je trouvais ça marrant. Ouais. Du coup, je lui ai dit, tiens, est-ce que tu veux pas porter mon t-shirt sur vos courses? Il m'avait gentiment répondu que il le ferait peut-être, enfin en tout cas, il n'était pas non plus hyper emballé par la marque en question. Et puis finalement, on a très vite connecté parce que originaire du même coin. Moi, je suis de Bourgoin-Jallieu, pas très loin de Lyon. On préparait, qu'on aimait tous les deux plutôt bien la course à pied, on préparait un marathon. Finalement, on s'est rapproché un peu l'été à préparer chacun un marathon. Lui, c'était Amsterdam, il me semble, et moi, c'était Berlin. Et puis, au fur et à mesure du truc, j'ai eu l'opportunité de revenir à Paris. Donc, j'ai écrit à Lionel en lui disant « Tu connais pas un plan pour avoir un appart ?» Et j'ai eu l'appart de son ancien boss en face de chez lui. Donc on s'est retrouvés voisins. Donc on a commencé à s'entraîner un peu ensemble. Donc j'ai commencé un petit peu à suivre un petit peu plus intensément toute l'actu Jolie Foulée. Et puis j'ai franchi le cap et j'ai intégré l'équipe et le groupe à ce moment-là. Et puis depuis, beaucoup de choses se sont passées. Mais peut-être que Lionel, tu veux peut-être en dire plus sur la genèse de Jolie Foulée, vu que tu en es le créateur. Non, juste pour finir de répondre à ta question, et Cédric, c'est mon meilleur pote depuis le lycée. On était en seconde ensemble, ouais. À Bron, à côté de Lyon. Là, on a vraiment grandi ensemble. On a fait un peu le même parcours universitaire. Et c'est un footeux que j'ai converti à la course à pied. C'est pas Jimmy Gressier. Non, presque. Jimmy Grossier, ouais, clairement. Ok, ouais, donc vous êtes des potes à la base tous les deux. Ouais, on est des potes d'enfance. Et si moi je peux terminer sur ta question, ouais.
par rapport à Jolie Foulée. Pour moi, c'est vraiment une bande de potes. Parce que quand Lionel a créé ça avec Idriss, c'est 2 très bons potes. Et j'ai vu l'histoire grandir et surtout des gens intégrer Jolie Foulée. Et c'est cette bande de potes que Lionel et Idriss ont construit qui m'a vraiment plu et attiré. Parce que, comme je le disais, voilà, je suis un footeux et c'était pas forcément mon truc. Mais le fait de voir une bande de potes s'éclater comme ça à travers le running m'a vraiment attiré. Ouais, c'était pas l'amour du running. Ah, pas du tout. Pas du tout. Ok. Et justement, c'est une question que je vais vous poser. C'est quoi votre lien avec la course à pied ? Parce que un des trucs, on va avoir l'occasion d'y revenir, c'est que un des trucs qui fait un peu la distinction de Jolie Foulée, c'est ce côté untalented. En général, les crews d'aujourd'hui, ils revendiquent tout de suite un côté très performance ou un truc un peu... On se prend au sérieux, mais pas vraiment, on s'entraîne un peu quand même. Et en fait, quand on vous suit sur les réseaux, on a l'impression que vous êtes tous hyper mauvais en fait. Enfin, c'est assez marrant, je trouve, la façon dont vous détournez un peu le truc. Là, en dehors de l'image, c'est quoi vraiment votre lien avec le running ? Est-ce que vous vous considérez comme des athlètes ? Est-ce que vous courez beaucoup ? Est-ce que c'est une manière vraiment hyper occasionnelle ? C'est quoi un peu l'histoire avec ce sport ? Moi, j'ai commencé l'athlé à 18 ans. Ouais. J'ai toujours aimé courir. Et du coup, je suis rentré en club à 18 ans. Et c'est ma passion. Je cours beaucoup, j'ai progressé. Quand je suis blessé, ça me manque. Et après, pour le côté untalented, c'est justement en venant d'un milieu vraiment fédé, club, gros athlète. J'ai vu que j'étais loin des meilleurs quand même, donc voilà, le côté untalented il est là, et de se mettre en avant, en fait c'est un peu peut-être aussi une carapace, parce que sur Instagram, on a un site où on se raconte, on se met en avant, mais c'est peut-être pour être un peu plus humble tout de suite dire je sais que je me mets en avant, mais bon, je suis conscient de mon niveau, de qui je suis. Voilà, donc et en fait, en faisant ça, ça parle à beaucoup de monde, parce que un peu tout le monde, même des gens très forts, se reconnaissent là-dedans. Donc, ouais, bien sûr. Au final, l'élite, c'est qu'une minorité, donc c'est sûr que... Mais t'es quand même un coureur engagé. Enfin, tu prépares des trucs, tu cours. Ouais, je suis passionné, mais tu vois, Cédric, il va dire que je suis très fort. Ouais. Et moi, je considère... Enfin, pour lui, vu qu'il est pas très fort, il est encore moins fort que moi. Il va dire que je suis très fort, que Nico est très fort. Ouais. Et alors que moi, je considère que je suis pas très fort et que d'autres sont très forts. Okay. Voilà, après, c'est relatif à tout le monde. Après. Je trouve ça hyper marrant. Et d'ailleurs, on le dit souvent, mais on est tous le nul de quelqu'un. Ouais. Ça, c'est hyper important de se le dire aussi. Moi, la relation que j'ai avec la course à pied, premier souvenir de course à pied, c'est des footings avec ma mère à 7-8 ans sur les sentiers de Valorcine où j'ai habité. Et puis très vite, je suis de la génération... On se le dit, enfin moi je le dis beaucoup, je suis plutôt génération France 98. Ouais. Donc à 9 ans, 9-10 ans, je suis tombé dans la marmite du foot. J'ai resté pendant 15 ans au foot. Et puis il y a un peu plus de 10 ans, en 2013, je me suis mis à la course à pied un peu dans le cadre d'un défi. Puis finalement ça m'a plu et ça m'a bien plu. Donc du coup maintenant je cours quand même beaucoup. Et justement, pourquoi le Untalented, moi ça colle plutôt bien à mon profil, c'est que pour moi la course à pied c'est un sport laborieux, donc si tu veux progresser, il faut aller s'entraîner, et donc du coup je m'entraîne un maximum, en tout cas je m'entraîne beaucoup pour faire en sorte que ça se voit le moins possible que je suis untalented. Donc je suis plutôt sur cette base là, et c'est vrai que chez Jolie Foulée il y a effectivement on a tout niveau d'untalented. Il y a effectivement des gens qui ont quand même un certain talent, d'autres qui sont vraiment par contre très très mauvais et qui ont aucune compétence, aucune capacité pour cette... Ils sont au courant, j'espère. Ouais, ils sont au courant, ils se reconnaîtront. Mais en tout cas, le côté untalented, il y a effectivement ce côté ok, j'ai pas de talent, mais je vais faire en sorte de mettre en place des choses pour essayer de faire bonne figure malgré tout. Et Nico, il a une progression qui est assez... pour le coup, il a vraiment été untalented, et il a une progression notamment sur marathon qui est impressionnante quand même. Ok. Et toi ? Alors moi, je suis tout l'inverse de ce que tu as entendu.
Là, précédemment. Très talentueux. Très, Ouais, très talentueux, très talentueux. Non, j'ai un rapport à la course à pied assez particulier, mais je pense qu'il représente la majorité des coureurs aujourd'hui. C'est-à-dire que, contrairement à mes potes, j'ai pas leur discipline. J'ai pas cette rigueur-là qu'ils ont de s'entraîner 5 fois par semaine, à respecter un plan. On va dire que je suis assez à l'arrache. Et du coup, ça se voit au niveau des chronos et aussi au niveau des courses, quand on me voit souffrir. Mais malgré ça, j'aime faire des marathons, j'aime faire des semis, j'aime faire des 10K. J'aime un peu moins faire des prépas. Mais ce qui me plaît le plus, c'est de faire des courses avec des potes. Au début, c'était de les battre, mais on va pas se leurrer là. Parce que là, les deux loustiques qui vous disent qu'ils sont pas forts, mais ça court au moins de 2,45 au marathon. Hein. Donc, à 2,36 et 2,41. Donc ça va vite. Mais non, oui, clairement un talent cheat parce que les chronos parlent pour moi. Hein. Donc je pense que maintenant chez JF, je suis l'un des plus d'un talent cheat, surtout quand on voit la nouvelle génération. Mais au-delà de ça, je trouve que, ok, il y a ce côté untalented, mais il y a beaucoup aussi de bienveillance. Dans le sens où, oui, ok, on est peut-être des untalented, mais on se pousse quand même entre nous à aller au-delà de nous-mêmes parce que c'est pas donné à tout le monde de faire un marathon. Sur Terre, je crois qu'il y a seulement 1% de personnes qui font des marathons. Mais malgré ça, voilà, on se chambre beaucoup, mais ça reste assez bienveillant. Donc oui, j'ai un rapport à la course à pied qui est complètement différent de Lionel et Nico, qui eux sont des passionnés de la course à pied. Moi, je suis plus passionné de courir avec mes potes que ce sport en soi. Ok. Donc voilà. Et ça, c'est une question que je vais vous poser parce que c'est un truc. Pareil, moi je cours beaucoup, j'adore ça et tout ça. Et je sais qu'au début, je détestais ça. Et je pensais au début que c'était vraiment corrélé avec plus t'es bon, plus t'es dedans, plus tu t'entraînes, plus t'aimes ça. Mais au final, vous me dites tous les trois que vous aimez ça. Enfin, toi, c'était que tu détestes. Non, mais t'as dit que t'aimais bien ça, tu vois. Et c'est pour vous, est-ce qu'on peut aimer courir même si jamais on galère et qu'on n'arrive pas à courir plus d'une fois par semaine? Moi, j'ai un peu du mal à concevoir ça parce que je trouve que c'est vraiment le sport le plus horrible qui existe. Sport énergétique, qui fait mal de partout. On n'arrive pas à trouver ses allures. Est-ce que vous aimez ça quand même si jamais il y a des moments où vous n'arrivez pas à vous entraîner, que vous galérez, toi tu dis que tu n'arrives pas à faire une prépa et tout, tu arrives quand même à y trouver une source de plaisir? Oui, parce qu'en fait, c'est pas que je n'aime pas, mais c'est que j'ai trop souffert durant les courses. Donc, pour éviter de moins souffrir, je préfère m'entraîner. Mais c'est vrai que je pense pas à la passion, par exemple, de mes deux potes qui sont avec moi, de me dire « Ah ouais, aujourd'hui j'ai une séance de fraction, j'ai 3 fois, 2000, je suis trop content. » Non, clairement pas. Moi, ce qui me motive, c'est de me dire, ce qui me motivait quand on était tous à Paris, c'était de courir avec mes potes et voilà, de partager un footing, ce qu'aujourd'hui les gens appellent endurance fondamentale, avec mes potes, parce qu'on faisait quand même des trucs de fou, parce qu'on courait à 6h du mat à Paris, à escalader des grillages pour faire des tours de piste dans le 18e, porte de la Chapelle. Quand on y pense, c'est complètement... Vous mettiez un max de difficulté en fait déjà à l'époque. Ouais, complètement. Donc non, c'était vraiment ok. Cool. Merci beaucoup pour la présentation. On va passer un peu au cœur de l'épisode, à savoir Jolie Foulée. Moi je veux tout savoir parce que je suis un petit peu plus jeune que vous, donc moi j'arrive un peu sur le tard, je connais le truc, c'est déjà établi, tout le monde connaît, mais si je dis pas de bêtises, vous avez déjà donné quelques interviews, il y a déjà eu un peu des papiers, quand j'ai préparé l'épisode, j'ai quand même réussi à trouver 2-3 trucs sur l'historique du collectif, mais là j'ai la chance de pouvoir discuter avec vous, alors j'aimerais bien que vous me racontiez vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur JF, comment c'est né, qui était là au début, c'était quoi le principe, voilà, vraiment, racontez-moi ça comme si on y était dès le premier jour. Qui commence? Du coup je pense que c'est moi. C'est né en 2013. Ouais. Avec Idriss, on se retrouve un été. Moi j'avais fini mes études, je sais pas, on zonait un peu, tu vois, c'était l'été. Et en fait à cette époque-là, c'était vraiment il y a longtemps. Et c'était t'avais quel âge, avant. toi ? Je te coupe, mais t'avais quel âge ? 2013, j'avais 26. Ouais, ok. Ouais, 26. Ok. Et en fait, c'était avant Instagram, ou au tout début d'Instagram.
Et nous, avec Idriss, on vient de la culture sneakers, des skyblogs. Voilà, on avait déjà un peu un historique de communiquer sur Internet. Pas vraiment les réseaux à l'époque, mais Internet. Et c'était à l'époque où les sneakers, c'était vraiment un petit milieu. C'était pas tout le monde comme aujourd'hui qui porte des baskets, qui collectionne les baskets, qui adore les baskets. On était une petite communauté. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a Thibaut, TDRL, qui est Idriss et moi qui faisions partie de cette communauté de je sais pas, peut-être 100, 200 personnes en France. On avait des skyblogs, on avait déjà des surnoms à l'époque. Et à côté de ça, il se trouve que moi j'étais en club et Idriss il aimait bien courir. Et puis en fait, quand tu parles de basket, il y a quand même le running qui est vraiment pas très loin. Donc voilà, ça marchait bien ensemble. Mais sauf que sur la partie running, il y avait aucun média, il y avait il y avait aucune source d'information qui était un peu cool ou qui parlait un peu comme nous. Il y avait les vieux magazines, un peu, voilà, les trucs où tu as des plans d'entraînement, voilà, que moi j'ai jamais ouvert. Et il y avait des trucs cool lifestyle ou sur le foot ou sur le skate, mais il n'y avait rien en course à pied. Et du coup, avec Idriss, on s'est dit, vas-y, on va lancer notre média. Enfin, on ne me disait même pas média, on va lancer un compte Instagram, ouais, voilà. Et on a commencé à faire des photos qui étaient dégueulasses d'ailleurs. Mais sur la nouvelle Nike. Qui sont toujours d'ailleurs. Ouais. Tout y est encore. Ouais. D'ailleurs, quand j'ai fait l'historique, j'ai dit, bon, il faudrait peut-être un peu cleaner, mais... Et voilà, et puis en fait, moi je terminais mon stage de fin d'études chez Nike, donc j'avais quand même 2-3 contacts. Et on a lancé du coup un blog, on va dire ça comme ça, un Instagram. On a fait quelques sujets, voilà, sur la course à pied. Un contact chez Nike m'a dit, tiens, j'ai 10 dossards à faire gagner pour le 10K Paris Centre. Allez, un premier concours, voilà. Mais c'était vraiment, ça n'existait pas. Ouais. Mais bon, qui a plutôt bien marché. Et puis, petit à petit, tiens, il y a Adidas qui a vu ça. Nous, on avait des contacts chez Nike, c'était les seuls. Et là, Adidas, on était minuscules. Hein. Ah, on aime bien ce que vous faites, il n'y a personne qui fait ça, qui communique. Allez, on vous invite pour le lancement à l'époque, c'était la Adios Boost. Ouais. Vraiment le tout début du lancement Boost. Et là, nous, incroyable, quoi. On est invité par Adidas, ils nous donnent des paires. C'est la folie. Ouais, c'était déjà, on n'aurait jamais imaginé ça. À côté de ça, il y a mes potes Jérém et Benjamin, que j'avais rencontrés en stage de fin d'études chez Nike aussi, qui me disent qu'ils n'étaient pas forcément coureurs, mais ouais, c'est cool et tout, on voudrait participer aussi. Et allez, venez les gars, et on a commencé à 4, après on fait la course, on fait ce fameux 10K Paris Centre. Là il y avait Cédric, tu vois, tout à l'heure il a dit qu'il était là depuis 2017, mais ouais. il était là il est là au tout début de Joli Foulée aussi, il fait la course. Et en gros ça a été comme ça, c'est lancé comme ça, dès qu'on pouvait intégrer les potes sur une course, et puis après on faisait un petit article où on se foutait de leur gueule, et puis ça faisait marrer tout le monde, et on a été, il y a eu un espèce d'effet boule de neige, voilà, et jusqu'à se retrouver à maintenant 15, 20, ouais. Et à faire des rencontres, voilà. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, vous êtes combien en fait? Si on devait un peu décrire ce que c'est aujourd'hui, comment vous en parleriez en fait c'est compliqué, hein. Protéiforme, il y a pas de... C'est une bande de potes, et moi quand j'aime bien quelqu'un, je lui dis vas-y viens courir avec nous, j'ai un dossard, j'ai un truc, et puis généralement moi je suis quelqu'un assez difficile, j'ai du mal à la fois j'ai un peu du mal à rentrer en contact, mais par contre une fois que j'aime bien quelqu'un, vraiment c'est fluide. Ouais, et du coup je pense que comme je suis assez sélectif, tous les gars ils s'entendent super bien entre eux parce que c'est que des bons gars, donc ouais. Et ça prend voilà, ça fait une super bande. Je pense que maintenant il y en a qui sont très potes, qui sont plus potes entre eux que potes avec moi, mais ouais. Voilà, c'est ça qui est cool. Et voilà, donc là maintenant en plus j'essaye d'intégrer, comme on est tous un peu plus vieux maintenant, qu'on commence tous à faire des gamins, que on est de plus en plus c'est de plus en plus dur. Ouais, voilà. Et je fais intégrer un peu une nouvelle génération pour rafraîchir un peu le collectif, on va dire.
Et puis en plus ça prend bien aussi, donc ouais, parce que de l'extérieur, je vois un peu de qui tu veux parler, vous avez l'air de tous bien vous entendre, même les jeunes, les moins jeunes, en plus c'est des gens qui ont un peu le même esprit, j'ai l'impression, donc alors il y a beaucoup de choses qui changent entre 2013 et 2025, mais j'ai l'impression que l'alchimie elle marche encore bien. Ouais, ça marche, c'est ça qui est, franchement c'est ça qui est trop bien, quoi, ce côté de maintenant, même d'une espèce de transmission entre générations, ouais, c'est incroyable. Ok, et c'était quoi un peu le contexte à l'époque, parce que tu m'as dit, Lionel, du coup il n'y avait pas trop de médias qui parlaient de course à pied, mais en fait ça ressemblait à quoi un peu le running en 2013, parce que là aujourd'hui c'est pas le sport à la mode, mais c'est le sport hyper populaire qui est à la une de tous les journaux. Enfin, il y a vraiment un focus qui se passe dessus depuis le Covid, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça ressemble à quoi en fait d'être un coureur en 2013 ? Je sais pas, Nico, t'étais coureur en 2013 ? Ouais, je te dis. J'ai été coureur en 2013, j'ai préparé le marathon de Paris en 2013. Ouais. Et je pense que si je devais résumer l'évolution entre 2013 et 2025, c'est une phrase. C'est moi en 2013, beaucoup de gens m'ont dit mais pourquoi tu cours, pourquoi tu prépares un marathon, pourquoi tu cours, c'est quoi le concept de t'entraîner, d'aller, enfin c'était vraiment un peu un sport un peu, enfin c'était pas du tout tendance, c'était pas cool de courir. Donc du coup voilà, plutôt ça, alors que maintenant de plus en plus de gens se mettent à courir, de plus en plus de gens enregistrent leur activité, de plus en plus de gens s'inscrivent à plein d'épreuves. Donc il y avait un peu un truc, pas un sport de fou, tu vois, mais il y a quand même qu'une plus petite minorité de personnes qui étaient là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a les produits, il y a les tenues. Enfin, moi, ça existe sur les réseaux sociaux, mais vous voyez mon accoutrement du marathon de Paris 2013. Je mettrai pas les liens dans la description de l'épisode. C'est quelque chose. Marathon, c'est déjà long. Je suis parti avec ma maison sur mon dos. Enfin, c'était vraiment assez incroyable. Bon, après, c'était les débuts, hein, mais non, ça a quand même beaucoup évolué. Ouais. Ça a quand même beaucoup évolué. Ok. Et quand tu dis ça a beaucoup évolué, c'est moi une question que tu vois, j'ai 10 ans de moins que vous. Quand j'étais au lycée, être coureur, c'était pas du tout sexy. C'était un truc, vraiment, on se foutait de ta gueule. Quand tu disais que t'allais faire les crosses UNSS, bah, déjà, tout le monde était obligé. Mais si jamais tu continuais au Tour d'Apprendre, on disait, mais t'es bizarre, mec, pourquoi tu cours ? C'était déjà comme ça à l'époque ? On pouvait un peu se raconter en étant coureur ou pas du tout ? Alors, je sais pas vous, les gars, enfin, toi, Cédric, parce que moi, je viens du foot. Ouais. Et moi, ma femme, donc à l'époque, qui est devenue ma femme, mais ma copine, à l'époque, elle trouvait que je passais beaucoup de temps au foot. Et je passais plus de temps après les entraînements à boire des bières avec mes potes. Et du coup, la course à pied, elle trouvait ça mieux parce que déjà, je partais moins longtemps le week-end. Parce que c'était le soir de temps en temps. Et quand j'allais courir 1 heure, je revenais. Alors que le foot, c'était plus long. Donc moi, finalement, ça m'a... En tout cas, il y avait un lifestyle autour de la course à pied qui plaisait. Puis malgré tout, si on commence à se mettre un peu dedans, très vite, on peut changer rapidement d'hygiène de vie. Il y a comme tu disais en introduction, c'est quand même un sport qui est dur physiquement, ça laisse des séquelles. Si on fait pas un peu attention, on a souvent des blessures. Donc du coup, moi, ça m'a un peu remis pas dans le droit chemin parce que j'étais pas non plus, voilà, je filais pas du mauvais coton, je dirais pas ça. Mais en tout cas, ça m'a remis un peu. En tout cas, dans une hygiène de vie un peu plus saine. Ok. Et toi, c'est vrai que du coup, quand tu voyais tes potes qui couraient, toi qui venais du foot, qui a été et qui est toujours le sport vraiment numéro 1, tu devais les prendre pour des fous, non ? Ouais. Franchement, je me souviens la première fois que Lionel m'a dit je vais courir le marathon de... Je crois que c'était de Boston, c'est ça ? Le premier Amsterdam. C'était Amsterdam, pardon. Je me suis dit, pourquoi ? Pourquoi faire ? En fait, vu que ça ne parlait absolument pas, je ne représentais pas à quel point c'était dur de courir un marathon. Pour moi, c'était vraiment quelque chose... En fait, il aurait pu me dire, ouais, j'ai fait un 10 000, c'était pareil. Dans ma tête, je ne voyais pas du tout ça comme quelque chose d'extraordinaire. Donc, j'avais vraiment pas cette culture course à pied. Et moi, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, en 2013, quand je voyais comment Lionel faisait ses courses, ou les courses de l'époque, pour moi, c'était vraiment un truc d'OG. Et c'était vraiment un truc d'OG parce que j'avais pas l'impression que c'était hyper ouvert, parce que j'ai l'impression que les coureurs connaissaient très bien les bénévoles, que c'était quand même un milieu assez fermé.
est assez, entre guillemets, rétro, enfin, qui n'évolue pas. C'était pas la Fashion Week comme on peut voir aujourd'hui, enfin, faut m'excuser le terme. Après, je pense que là, de ce qu'on parle, c'est peut-être, faut pas être trop centré sur Paris ou sur les grosses villes, parce que par contre, j'ai l'impression que les petites courses, on retrouve quand même les mêmes caractéristiques qu'on retrouvait en 2013. Ouais. C'est vraiment voilà, les grosses courses où là, on voit que déjà, ça devient sold out en une journée. Je trouve que c'est ça vraiment qui fait l'évolution, ou comment c'est suivi sur Insta, mais on a fait une course dans la Drôme au mois de septembre dernier, et j'avais l'impression de retrouver les mêmes caractéristiques qu'on voyait en 2013. Ouais, exactement. Un speaker qui connaissait vraiment les participants et les bénévoles qui discutaient avec les coureurs. Donc cette ambiance qu'on retrouvait en 2013, qu'on a du mal un peu à retrouver je trouve en 2025. Okay, un peu fou au début, mais finalement, 10 ans après, c'était pas si fou que ça, quoi. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Ok. Et au début, alors l'idée, donc Lionel, tu disais avec Jolie Foulée, l'idée c'était juste de parler de running. Il y avait quand même un but, il y avait une ligne éditoriale. Enfin, c'était vous avanciez un peu tous ensemble sans savoir où ça allait, ou il y avait quand même des petits objectifs intermédiaires, l'idée de structurer un peu le truc, ou c'était vraiment comme ça au pif, comme ça venait. Ouais, non, c'était assez freestyle. Il n'y avait pas de plan et de grosses ambitions, mais c'est plus que ça a bien marché en fait. Et du coup, il y a eu un engouement et plein d'opportunités qu'on a saisies. Et voilà. Et après, on s'est donné un but à nous-mêmes, c'était de tirer la course à pied vers le bas. Toujours dans cette idée, voilà, d'aller un peu à contre-courant de tout. Ouais. Et voilà, et non, pas de but, juste se faire plaisir à nos potes. Voilà, après, si on était aussi contents, voilà, si on pouvait partir à faire le marathon d'Amsterdam, être invité à Berlin par Nike pour le lancement de tel truc. Effectivement, après, quand on a vu qu'il y avait ça qui pouvait se présenter, ouais, vous avez saisi l'opportunité. On a dit on y va, il faut continuer, quoi, ça marche, ça plaît, donc voilà. C'est énorme. Et il y a un truc dont je suis très très jaloux, c'est qu'en 2013, comme tu as dit, il y avait peu de médias, peu de trucs de running. D'où ça vient le mot Jolie Foulée? Parce qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai essayé de lancer le New York, ça a été un enfer de trouver un nom. Vous, il y a 10 ans, vous aviez que l'embarras du choix, j'imagine. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à dire ouais, ça va s'appeler JF, Jolie Foulée? En fait, déjà, moi, j'aime bien trouver des noms, j'aime bien ça. Je voulais un truc français, je sais pas, à l'époque, il y avait beaucoup de mots anglais, de noms anglais, et moi, je me suis dit, on est français. C'est pas trop mon style de revendiquer d'être français, mais je trouvais bien l'idée de rester sur du français. Il y avait cette partie, comme je te disais tout à l'heure, sneakers. On aimait bien les belles chaussures, les beaux objets, du coup les belles tenues. Et puis après, pour moi, le Jolie Foulée, c'est un peu le compliment ultime pour un coureur, au-delà du niveau. Voilà, ça fait toujours plaisir, tu peux le dire un peu à n'importe qui, si le gars il court bien, même s'il est pas très rapide, ouais, il a une jolie foulée. Et voilà, et des fois je préfère regarder un mec peut-être qui est un peu plus lent mais qui est beau à voir courir. Ouais. Voilà, il y a des gars qui sont très forts, ils ont des foulées dégueulasses. Voilà, franchement, je voudrais même pas avoir leur niveau quand je vois leur foulée, quoi. Donc Jolie Foulée, voilà, je trouve que c'est ça, je sais pas, ça sonnait plutôt bien. Ouais. Pendant un moment, il m'a un peu saoulé ce nom, et maintenant je l'aime bien à nouveau, mais voilà, des fois il était transformé, ouais, c'est les gars de Petite Foulée. Les gars de Petite Foulée. Mais non, et en fait il a bien marché, ça collait bien. Voilà, on a un pote qui nous a fait un logo qui était assez cool. Ouais. Et voilà. Et tout ça a toujours été dans un but purement secondaire. Ce que je veux dire, c'est que à aucun moment vous vous êtes dit on quitte tout, on quitte nos tafs, on quitte nos femmes, tout ça pour aller essayer de vivre de Jolie Foulée. C'était juste chacun a sa vie, certains plus impliqués que d'autres, etc. Mais tant qu'on peut kiffer, on le fait. Ouais, ça nous a tous ouvert des opportunités professionnelles. Mais par contre, ouais, j'ai jamais eu le courage, parce que je pense que si j'avais sauté le pas, je pense que je pourrais en vivre. Ouais. Après, il y avait aussi ce côté construire avec des potes, faire un business avec des potes, voilà, que j'ai jamais vraiment voulu, jamais voulu sauter le pas, et je pense que justement le succès aussi, il est du fait que ça soit justement secondaire, un moment de plaisir avec les potes, et je pense que si ça devient un travail,
c'est plus la même optique, quoi. Si c'est ce qui te fait manger, ben tu l'abordes autrement. Ouais, bien sûr. Et donc là, au final, alors il y a Jolie Foulée 2025, comme on connaît, avec, tu le disais, un peu des nouveaux arrivants, nouvelle génération, essayer de redynamiser un peu le truc et en tout cas de le faire perdurer. Le noyau dur, au début, c'était combien de personnes? Vous étiez quoi? Vous étiez 5, 10, 15, 20? C'était quoi un peu l'équipe? Ça a stagné pendant un bon petit moment à 4, on va dire, avec Idriss, moi, Jérém et Benjamin, ouais. Avec toujours des renforts, des freelances sur les courses. Ouais. Pendant un moment, on avait essayé d'intégrer des filles. Y a eu les meufs de certains, ma sœur, des potes. Ouais. Et puis après, c'est plus devenu un peu de façon naturelle. Des fois, on nous l'a reproché, mais c'est plus devenu vraiment un groupe de potes, de mecs. Et puis ça a bien fonctionné comme ça. Et au fil des rencontres, voilà, j'ai rencontré Nico. Ouais. Le courant est bien passé. Bah voilà, moi, ça me faisait plaisir de m'entraîner avec lui. Ça me fait plaisir d'aller sur les courses avec lui. J'adorais sa mentalité. Je trouvais qu'il apportait quelque chose. Donc voilà, moi, j'étais assez ouvert, quoi, pour partager et pour construire, grandir ensemble, quoi. Ok. Et tout à l'heure, t'as dit que ton surnom c'était Coach Brun. C'est quoi l'histoire? Pourquoi coach? C'est parce que t'es le moins mauvais, c'est ça? Je sais pas. Je pense que je suis celui qui aime le plus l'entraînement, je dirais. Et en fait, on a écrit un article. On a écrit un article en 2017. C'était le plan pour tout niquer. Et c'était un plan pour courir le marathon en moins de 3 heures, je crois. Et en fait, je crois que c'est un des articles les plus lus du blog, parce que forcément, tous les gens cherchent des plans d'entraînement. Ouais, moins de 3 heures et en plus. Et s'ils connaissent Jolie Foulée, ils se disent, tiens, peut-être que Jolie Foulée a partagé un plan. Et du coup, moi, j'ai des mecs qui m'écrivent encore tous les mois pour me dire, merci, j'ai suivi le plan pour tout niquer. Ils me taguent sur Instagram, le plan pour tout niquer. Désolé, je suis hyper vulgaire. C'est pas, on s'en branle. Hein. C'est le titre de l'article, donc si vous voulez aller regarder, vous pourrez trouver ça. Et donc voilà, coach Nibrin, parce que mon nom de famille c'est Brun, et voilà, donc c'est comme ça, pour ça que je m'appelle, et enfin c'est pour ça que je m'appelle comme ça. Donc j'essaye en tout cas de donner quelques conseils à des membres de la team aussi sur leurs courses. Cédric notamment, j'essaye d'en prendre soin et de prendre soin à certains. J'en ai d'ailleurs coaché entre guillemets, parce que je mets des gros guillemets, hein, j'ai pas du tout de diplôme de coach, j'ai juste de l'expérience, j'ai juste un peu d'expérience. Mais il y en a qui m'ont bien entendu dépassé, qui vont plus vite que moi désormais, chez Jolie Foulée. Mais c'est cool, il y a eu une vraie transmission et j'ai pris au début, j'aimais pas trop parce que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur quand même, je suis pas un coach, donc, mais finalement ça me va bien cette casquette et donc je l'assume complètement. Trop marrant. Et là, vous m'avez raconté plein de trucs sur Adidas, Nike, des occasions, des opportunités en or. Ça, déjà, c'était il y a très longtemps, enfin 2013, 14, 15, etc. Là, aujourd'hui, on est en 2025. Comme je disais un peu en début d'épisode, tout le monde, tous les gens qui sont un petit peu connectés à l'univers du running connaissent Jolie Foulée, au moins dans les grandes lignes. On voit souvent sur des events, sur des trucs comme ça. C'est quoi les trucs les plus fous que vous avez pu faire grâce à Jolie Foulée? Vraiment les histoires un peu à la very bad trip de trucs on vous propose un truc, vous y allez, vous y laissez votre peau ou je sais pas quoi. Je suis sûr qu'il y a eu des trucs un peu comme ça, non? Non, là les trucs vraiment les plus fous. Enfin, ta question c'est les plus hardcore ou les plus... Non, pas forcément. Ceux où vraiment si tu devais dire sur ton lit de mort, ouais j'ai fait ça. C'est ça. Vas-y, Seth, je te laisse dire alors. Ouais. Donc clairement, si je dois répondre à ta question, en premier lieu, je répondrais courir dans le désert d'Atacama, au Chili. Ça c'est clairement le truc le plus dingue qu'on ait pu faire ensemble. Donc peut-être le coach me reprendra sur les détails parce que j'ai oublié à chaque fois. Mais c'était quoi le contexte? C'était avec Salomon, ça te fera plaisir. Non, le contexte, c'était donc de courir en relais dans le désert d'Atacama. Je crois que c'était 490 bornes, si je dis pas de bêtises. Combien de D+? En tout, c'est pas loin de 6000. Ouais, 6000. Donc, dans des conditions dantesques. Grosse chaleur la journée, il faisait froid la nuit. Un dénivelé de gros malades. Aussi, c'était un désert de sel, donc on était quand même assez irrités.
On avait des conditions, on dormait dans les voitures. On a mis 39 heures quand même. Un niveau physique exceptionnel. Ouais, j'avais jamais vu ça. Ouais. Moi, c'est clairement le truc le plus dur que j'ai pu faire dans ma vie. D'ailleurs, il y avait une phrase d'un de nos collègues qui me faisait bien rire. Il disait, ce qu'on a fait, pour moi, en fait, le marathon, c'est un chat. Et ce qu'on a fait là, c'est affronter un lion. Donc, pour moi, c'est clairement le truc le plus dingue qu'on ait pu faire, courir dans l'Atacama. Mais au niveau collectif, je dirais le truc le plus dingue qu'on ait pu faire tous ensemble, c'est Breaking 5. Okay. Clairement, parce que là, pour moi, c'est le truc le plus dingue qu'on ait pu faire avec le plus grand nombre de membres de JF. Ouais. Je dis pas ça parce que ça me concerne moi, hein, mais c'était parodier en fait le Breaking 2 de Kipchoge. Ouais, parce que j'avais demandé je connais tout, je connais pas entendu parler de ce truc. Et donc c'était m'emmener sous moins de 5 heures sur le marathon de Paris. Ah ouais, c'était toi le Eliud. Ouais, c'était moi le Eliud, mais ouais, c'était complètement dingue. Je crois que Lionel va ajouter un mot là-dessus. Ouais. Non, en fait, pour remettre le contexte, l'article, je pense, qui a le plus marché vraiment de tous les temps de Jolie Foulée, c'est un article, une interview post-marathon après le premier marathon de Paris de Cédric, son premier marathon. Et c'est, je sais plus, il s'appelle 5h48 ou un marathon en enfer pour Cédric, enfin c'est quelque chose comme ça. Et en fait, Ced, il a fait un marathon, il a fait une prépa et il a pas vraiment préparé. En fait, il a pas vraiment fait de prépa. Il a fait tout ce qu'il fallait pas faire pour préparer un marathon. Et après ça, on l'a interviewé. Ça a eu un succès incroyable. Ouais. Et 1 ou 2 ans après, on l'a dit, par rapport à Eliud, on m'a dit, en fait, on va t'emmener sous les 5 heures. Et on a fait une parodie. On a essayé de répliquer un peu les codes avec nos moyens. Donc il avait des pacers, il avait les tenues. À l'époque, il avait quand même eu une 4% de Nike. Et effectivement, ça a été un super projet. Voilà, il y avait tout le monde qui était impliqué, que ce soit les pacers, ceux qui étaient là pour encourager. On avait fait une grosse after party après sa performance. Et c'est vrai que c'est un souvenir vraiment exceptionnel pour tout le monde. Et aussi, c'est un des projets qui a le plus parlé aux gens, quoi. Et ça a marché ou pas alors ? Il y a eu moins de 5 heures ou il n'y a pas eu moins de 5 heures ? Ouais, j'ai fait 4h07, je crois. Ah bah tranquille alors. Ouais. Bon, j'ai crampé à la fin, mais et non, ça s'est super bien passé. Moi, bon, j'ai souffert, mais vivre ça, c'était incroyable. Mais en fait, heureusement que c'était 5 heures, parce que sinon, t'aurais volé la primeur du Breaking 4 à Nike. Ils auraient été emmerdés en fait pour Face. Ils auraient pas trouvé comment appeler l'événement en fait. Ouais, non, c'est clair. Et pour ajouter quelque chose, j'invite tout le monde à regarder la story à la une de cette journée-là. Qui existe encore parce qu'elle est tout simplement légendaire. Je la regarde, je pense maintenant un peu moins, mais avant je la regardais 3 ou 4 fois par an. Et j'étais mort de rire. Donc je vous invite à la regarder, elle est vraiment incroyable. Okay. Et toi ? Et si je devais rajouter un petit truc, cerise sur le gâteau, on a été quand même félicité par Eliud Kipchoge. Il a relayé parce qu'on avait fait un tweet pour féliciter notre athlète, et il avait retweeté et il avait mis bravo champion pour cette performance incroyable. Donc je pense que la boucle était bouclée, quoi. Si on a les félicitations du GOAT, c'était parfait. Exactement, non, c'était un grand moment. Et est-ce qu'il y a eu des trucs un peu, alors quand je dis hard, c'est hard physiquement, des trucs où vraiment vous vous êtes dit putain là les gars, on s'est engagé dans un truc où clairement on n'a pas le niveau, on est trop untalented. J'imagine que le Speed Project, la Atacama, ça devait déjà être pas mal, non ? Je pense pas qu'on n'avait pas le niveau pour le Speed Project, mais par contre on était vraiment à l'arrache. Quand on a vu les autres équipes comment elles s'étaient préparées et comment nous on est arrivés, c'était catastrophique. On a failli pas avoir assez d'eau, on a mangé n'importe quoi. En fait, le Speed Project, je pense qu'il y en a certains qui connaissent, mais dans les grandes lignes, c'est quoi un peu le concept ? C'est tu pars d'un point, t'arrives à un autre. Là, pour l'édition du Chili, tu traverses l'un des déserts les plus arides du monde. Ouais. Et t'es en autonomie, tu fais ton chemin et tu te débrouilles, quoi. T'as un van à côté, c'est ça ? Ouais, nous, pour le coup, on avait même pas de van, on avait deux pick-up. Donc tu peux même pas t'allonger, tu peux même pas vraiment dormir, et tu fais des relais, tu t'organises comme tu veux en fait. Bon, eux ils disent il y a pas de règles, donc voilà, tu fais ce que tu veux.
Et en plus de ça, nous, on y était allé vraiment pour terminer. C'est pour ça que j'avais pris Cédric. Si j'avais pas d'ambition, c'était juste pour passer un bon moment entre nous. Et en fait, on est parti avec Nico, on est parti un peu fort tous les deux. On est parti en tête et ça a un peu chauffé tout le monde dans la team. On avait 2 filles, Julie et Marie, qui étaient assez fortes. Je pense qu'elles étaient peut-être les filles les plus fortes du projet. Et elles ont chauffé les gars, elles ont créé un esprit de compétition chez eux aussi, qui se sont dépouillés. Donc on est resté en tête un petit moment. Et puis ça a été assez incroyable. Mais par contre, on n'était pas du tout préparé. On était trop léger. On avait pas de lumière. Pour la nuit. Enfin, vraiment, on était, je pense, les moins préparés Parce qu'au final, ça vous fait une distance énorme, non, chacun. Enfin, c'est un truc de zinzin, non? Je crois que les coureurs, ils ont couru entre 80 et 100 km, je crois. Okay. Moi, j'ai dû courir 80 km avec Lionel. D'autres ont couru peut-être un peu moins. Mais ouais, ça fait un gros volume en peu de temps. Et c'est surtout qu'il y avait l'altitude. On n'a pas parlé de l'altitude, mais il y avait l'altitude. On est passé à 3000 mètres. On est monté jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Courir à 3000 mètres, c'est comme courir avec quelqu'un sur le dos, quoi. Quand on n'a pas l'habitude, c'est assez dur. Après, bon, on a beaucoup souffert les 39 heures, mais on a quand même bien fêté ça. Donc, moi, je retiens quand même une super after party. Ouais, ça a l'air d'être un truc vraiment cool. Ouais. Comme projet, ça. Puis en plus, avec toute une équipe, vous avez dû vraiment vous marrer, non? Ouais, on s'est bien marré. Pour la petite anecdote aussi, tu parlais de Very Bad Trip, ça a un peu fini comme ça. On s'est tous fait tatouer dans une chambre d'hôtel un tatouage de la course, quoi. Okay. On a eu l'opportunité de faire ça et après l'after, le lendemain matin, on s'est tous retrouvés, les 8 membres du groupe, à se faire tatouer sur une partie du corps des tatouages plus ou moins jolis que certains, peut-être. C'est vrai qu'on voit encore un peu les traces du tatouage de Mike Tyson sur la moitié de ton visage. Mais ouais, il y en a qui sont ça reste un souvenir incroyable, quoi. Okay. Moi, je me suis fait tatouer alors que je me suis toujours dit, tiens, un jour je me ferai tatouer, que si j'ai eu l'opportunité d'un truc de fou. Et là, quand ça s'est présenté, je me suis dit, non, mais ça restera gravé à vie, cette aventure. Et je suis bien content de l'avoir réalisé. Et tout ça, c'est grâce à Joli Foulet. Ouais. Ok. Et il y a eu d'autres trucs, un peu d'autres projets comme ça, vraiment qui vous ont marqué, des trucs où vous êtes vraiment très très content, où vous avez eu l'occasion de vivre un truc vraiment exceptionnel? L'année dernière, on a fait le marathon de New York avec Cédric, c'est incroyable, quoi. Invité par New Balance, donc mis dans des conditions vraiment exceptionnelles. Comme des pros. Pas comme des pros, mais vraiment très très confortable. Et c'est quand tu peux faire une telle course, qui est pour moi dans ce que j'ai vécu en termes d'ambiance, c'est incroyable. Après, on a fait des trucs aussi un peu plus improbable. Moi, j'ai été aussi invité en Tunisie. J'ai fait un semi-marathon en Tunisie où c'était n'importe quoi, mais c'était génial. Non, vraiment, on est chanceux, mais nous, on s'estime vraiment hyper chanceux de pouvoir vivre tout ça. Et il y a aussi une question que je vais vous poser, c'est que moi, je suis tombé il y a pas longtemps j'avais suivi les stories de Idriss, je crois, sur son marathon à Londres. L'année dernière, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Et il avait l'air, c'était marrant parce que il était sur les réseaux, il avait l'air en énorme souffrance. Enfin, vraiment, ça avait l'air d'être l'enfer. Vous en foutez en fait non, mais de s'afficher comme ça sur les réseaux, c'est une question sérieuse parce que je connais plein de gens qui ont du mal à aller sur Strava, qui ont du mal à montrer qu'elles courent parce qu'elles se comparent tout le temps aux autres. Ils ont l'impression de dire, en fait, si je suis pas capable de courir en 4-0 quelque chose, ça veut dire que je mérite pas ma place dans la course à pied. Vous, clairement, vous en avez rien à foutre, non? C'est quoi un peu votre point de vue vis-à-vis de ça? Je comprends en tout cas les personnes qui peuvent se sentir un peu jugées. Strava, c'est un peu l'endroit où on peut effectivement comparer ses performances avec une personne sans pour autant savoir justement comment, parce que sur Strava on peut mettre ce qu'on veut aussi, on n'est pas obligé de tout mettre, tout le volume d'entraînement, donc et puis non, nous ça nous fait marrer en fait, tout simplement, hein, ça nous fait marrer. Idriss a la faculté à finir ses courses dans un sale état, enfin c'est vraiment sa marque de fabrique pour le coup.
Il est très marqué du visage. Très marqué, et puis vraiment on a l'impression qu'il va mourir. Enfin, c'est assez, et c'est vraiment ça sur toutes les courses. Donc non, et puis on trouve, enfin en tout cas nous on trouve que ça montre aussi qui on est vraiment, et qu'on n'hésite pas, malgré qu'on soit untalented, qu'on n'hésite pas à donner en tout cas le meilleur de nous, et pour essayer d'aller au bout de la course et d'aller au bout de nos capacités. Et donc, ça vous a jamais fait du tort pour le taf, ou j'en sais rien des fois, parce que Lionel, toi tu bosses dans le sport, toi Nico t'es aussi un peu dans le sport là, et toi Cédric pas du tout. Ça t'est déjà arrivé au taf un lundi matin d'avoir des collègues qui viennent te voir en disant mais qu'est-ce que t'as fait mec dimanche? Non, alors ça moi t'est jamais arrivé? j'ai une très bonne anecdote par rapport à ça. C'était par rapport justement à l'article dont parlait Lionel, le 5h28, un marathon en enfer. Parce qu'il faut savoir que Lionel m'avait envoyé les questions, je crois 2 ou 3 jours avant, même pas, et il m'avait dit ouais, réponds aux questions et on retravaillera ensemble. Donc moi bien sûr j'avais répondu un peu à l'arrache en me disant il va retravailler le truc. Sauf que moi j'avais complètement oublié, je lui envoie ça. Et le vendredi matin j'arrive au taf. Donc j'arrive au taf, j'avais une réunion. Je sors de la réunion, j'arrive au bureau et je vois ma collègue morte de rire. Je me dis mais ça va et tout. Elle était vraiment en pleurs. Elle me dit vous m'avez tué. Je dis mais de quoi tu parles? Elle me fait non mais Ced, ton marathon de Paris c'est pas possible. Et donc j'ai lu l'article, j'étais mort de rire et je me suis dit mais attends il a vraiment publié ça? Et au final, oui, c'est très drôle, mais c'est toujours fait avec bienveillance. Et personnellement, moi, j'ai pas du tout honte des performances que j'ai pu faire, parce qu'il faut se lever et faire un marathon. Ouais, donc, et clairement, ceux qui justement vous jugeront, ils gagneront jamais ces courses-là. Ouais. On est d'accord, les courses sont gagnées par des pros. Donc, je sais pas, il faut le voir, faut prendre du recul par rapport à ça. Moi, je suis quand même une personne qui me fait, entre guillemets, le plus chambrer sur JF, et ça me dérange pas, je suis le premier à reposter, parce que je sais que c'est fait avec bienveillance, et je suis aussi un énorme chambreur. Donc voilà, en tout cas, moi, je le vois comme ça, je le prends pas personnellement, et ouais, je le prends sur le ton de la rigolade, quoi, comme on chambre ses potes. Donc voilà. Ouais. Et après, Cédric, à son taf, il a quand même eu l'inverse. Voilà, nous, on considère tous que c'est très untalented, mais il a eu à son boulot, j'ai pas vu vraiment comment ça se manifestait vraiment, mais les honneurs d'avoir traversé le désert de l'Atacama. Voilà, donc à son boulot, on le prend pour un tueur. Ouais. À mon pot de départ, il m'avait imprimé quand je suis parti de chez Nestlé, il m'avait imprimé la photo de JF avec moi qui embrassait ma médaille du marathon que j'avais couru en 5h28. Pour eux, j'étais une machine. Donc, est-ce que vous avez fait des rencontres vraiment, des rencontres grâce à JF qui vous ont marqué, je sais pas, des sportifs, des gens complètement barrés Est-ce qu'il y a vraiment un truc où vous dites putain, j'ai rencontré cette personne-là grâce au running et grâce à la vision qu'on en avait tous ensemble? Alors, en déplaise à certains, on a eu la chance d'avoir Patrick Montel qui a rédigé la préface du livre Défoulé. Okay. Donc Défoulé, c'est un livre qui répertorie les courses à faire en France avant de mourir. Et donc, nous, on aime bien le Patrick Montel des JO de son prime. Voilà, son prime, le prime de Patrick Montel, c'était quand même quelque chose qui nous faisait triper, donc on l'a contacté et il a accepté d'écrire la préface, et donc ça c'est quand même pour nous un honneur. Ouais. Et après moi j'ai eu la chance d'interviewer Eliud Kipchoge dans le Stade de France là en 2024, 21 ans après son premier titre de champion du monde sur 5000. J'avoue que là, j'avais quand même des frissons de pouvoir lui poser 2-3 questions. Bon, j'ai pas tout compris ce qu'il m'a répondu, parce que j'ai pas un super niveau d'anglais, mais en tout cas, j'ai quand même pu rencontrer des gens comme ça. J'ai eu aussi, je citerai une troisième personne, j'ai interviewé Jocelyne Vilton. Ouais. Jocelyne Vilton, c'est la seule médaillée française au championnat du monde de marathon. Okay. Donc, elle a eu la médaille de bronze au championnat du monde, et voilà, j'ai un trou de mémoire, mais en tout cas c'est la seule médaille française, et je l'ai interviewé dans le cadre d'un article pour Jolie Foulée. Donc ça, c'est quand même des profils de la course à pied, quand on aime un peu la course à pied, voilà, ça marque. Ouais, ça marque vraiment. Putain, c'est énorme. Ouais. Eliud, c'est quand même Eliud, c'est quand même un sacré truc, hein. Eliud, c'est un sacré truc. On l'a rencontré,
moi, je l'ai rencontré une fois. Cédric l'a imité. Et en plus de l'avoir imité, il a effectivement rencontré. Ouais. Ouais, je l'avais rencontré via une activation Nike. Donc justement, c'était pour boucler la boucle avec Breaking Five. Donc c'était un super moment de rencontrer le plus grand marathonien de tous les temps versus le pire marathonien, je pense. Non, je dirais pas le pire, mais voilà, c'était quand même assez énorme de rencontrer un trail champion. Mais par contre, moi, je dirais que la rencontre qui m'a plus marqué via Jolie Foulée, c'était quand j'ai fait des vacances en Australie, il y a 2 ans de ça, où j'avais posté une story parce que je courais à Melbourne, et JF l'avait reposté, parce que j'avais tagué JF, et un type m'a envoyé un DM, parce qu'il vivait en Australie. Et c'était un Australien, c'était pas un Français qui vivait en Australie, parce qu'il nous suivait. Et j'ai pu faire 2-3 sorties de trail avec lui, sachant que je suis pas un pro du trail, j'avais bien souffert. Mais c'était hyper cool, parce que j'ai pu voir à quel point Jolie Foulée avait une portée, parce que quand même on était suivis jusqu'en Australie, à Melbourne. Puis là t'as pas plus loin quoi, par rapport à la France. Exact, et c'était super cool de pouvoir partager cela, parce qu'il avait plein de questions par rapport à JF, et moi j'étais juste hyper impressionné qu'une personne veuille nous rencontrer et partager justement, entre guillemets, cet amour de la course à pied à l'autre bout du monde, donc incroyable. C'est trop cool. Ouais. Et toi Lionel, il y a des gens qui t'ont vraiment marqué depuis le lancement de JF que t'as rencontré? J'ai du mal à dire une personne comme ça, mais c'est plus même c'est débile, mais juste les gens que j'ai, Nico, voilà, je sais pas, peut-être s'il n'y a pas eu Jolie Foulée, peut-être on se serait croisés dans la vie, mais on se serait jamais vraiment devenus potes, tu vois, donc c'est plus ce genre de choses, l'énergie de groupe, de potes, même encore aujourd'hui, les petits qu'on recrute là, voilà, ils adhèrent au truc, et je pense que ça nous rapproche quelque part, et peut-être que s'il n'y avait pas eu Jolie Foulée, j'aurais jamais vraiment beaucoup échangé avec ces gars-là, donc voilà. C'est le parcours quoi, toi qui est la plus belle rencontre, on va dire. Ouais, l'énergie de groupe, enfin la cohésion un peu de tout ça. Ok. Et si vous deviez refaire, je sais pas, un projet, un truc à l'avenir, ce serait quoi un peu le truc que vous avez toujours eu envie de faire et que vous avez jamais eu le temps ou je sais pas l'occasion de faire ensemble? Ouais, si il y a un truc. Il y a plein d'idées encore là. Moi là, j'arrive pas trop à le mettre en place pour l'instant, mais c'est les marathons, et je pense que ça va complètement dans notre DA, on va dire. Tous les marathons, type marathon du Beaujolais, du Médoc, mais je voudrais vraiment qu'on le fasse en ayant rien à faire du chrono, et juste d'être une bande de potes en le faisant comme ça, et en goûtant au vin, et apprécier le moment. Et je pense qu'on va y arriver, parce que je pense que ça parle à tout le monde. Ok. Et vous avez toujours des projets, en tout cas, avec Jolie Foulée, c'est un truc ça s'arrêtera jamais. Tant que vous serez capable de courir plus ou moins, en tout cas de pousser une chaise roulante, vous continuerez à faire des trucs ensemble. Ouais, et en plus on recrute du sang frais, donc oui, il y a plein de choses qu'on a envie de faire, il y a plein d'opportunités qui tombent aussi. Voilà, je sais pas, tu vois, quand on nous a parlé de l'Atacama, nous ça tombe du ciel, tu vois, c'est incroyable, tu peux pas refuser. Et voilà, je sais pas, demain, qui va m'appeler pour me dire, voilà, on a envie de faire ça avec vous. Et inversement, moi maintenant, ce que j'aime mieux, parce que il y a de plus en plus de running crew, etc. Moi, j'aime mieux être proposé aux marques et avoir mes idées, plutôt que de suivre un peu ce que eux nous... Juste un vecteur d'image, quoi. Ouais, voilà, de vraiment faire nos projets à notre image. Et voilà, après il y a des fois et on nous propose des super trucs, donc Okay. Bah justement, ça me fait une très belle transition pour la partie suivante. Moi je suis plus jeune, passionné de course à pied. Enfin, moi je suis arrivé à mes 20 ans quand ça commençait à vraiment être déjà bien en place. C'était pas du tout comme vous 10 ans avant, où il n'y avait pas encore trop de médias, comme tu l'as dit au début de l'épisode et tout ça. Donc vous avez connu un peu toute l'évolution. Vous avez connu le petit creux de la vague, j'ai l'impression qu'il y avait dans les années 2010 justement sur le running, où même en termes de popularité ça passait plus à la télé. En termes de niveau, il y a vraiment eu un creux de la vague à peu près 2012-2013 je crois. Et maintenant ça repart pleine balle, toutes les marques elles y vont, il y a des milliers et des milliers de running crew qui se créent chaque jour, j'ai l'impression, en France et partout dans le monde. C'est quoi un peu vous, votre vision, votre retour sur d'où vient le running, où ça va en ce moment,
Qu'est-ce que vous avez un peu à dire de où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans l'industrie du running et ce que vous pouvez voir autour de vous? Ouais, c'est une grosse question. Et puis moi, c'est mon quotidien, donc c'est une question piège. Non, mais c'est plus savoir un peu ton... Tu vois, de passionné de qu'est-ce que t'en penses en fait de tout ça. Clairement, des fois, ça devient n'importe quoi. Enfin, et voilà, et peut-être aussi que quelque part on y a contribué. Ouais. C'est pour ça que moi, il y a quelque chose qui est hyper important dans tout ce qu'on fait, c'est de rester authentique, de pas aller faire absolument n'importe quoi, d'aller donner de la force à des petites courses, comme disait Cédric tout à l'heure, ou comme on a pu le faire à travers le répertoire un peu des courses sur le livre. Voilà, il y a les grosses courses qui attirent vraiment beaucoup de monde, avec des grosses entreprises qui en font vraiment un business. Mm-hmm. Et après, moi, ce que j'aime bien dans la course à pied, c'est tout ce qui est kitsch, c'est tout ce qui est un peu dérisoire, c'est aller voir les anciens, aller parler aux anciens, faire des petites courses où tu te pointes 5 minutes avant et t'as un dossard, où t'as pas ASO qui te facture 200 € pour un marathon. Non, j'adore ASO. Sauf quand on voit les prix des dossards, ouais. Non, en plus, je travaille avec eux. Il y aura du montage, Lionel, t'inquiète. Non, j'assume. Mais non, et ouais, mais après, des fois, ça devient un peu la Fashion Week, mais bon, on en fait partie, donc voilà, il faut pas non plus cracher dans la soupe. Mais... Ouais. Et puis c'est quand même bien, je préfère ça, qu'il y ait de l'énergie, et qu'il y ait des choses qui se passent, de l'engouement, des vocations, et que les gens courent, c'est sûr. Si je complète ce que disait Lionel, effectivement, je pense on suit effectivement l'évolution, le développement du running, mais je dirais qu'on le suit, on est très parallèle à l'évolution, et on essaye de pas forcément rentrer dans le moule de tout ce que font les autres crews, parce que la sauce Jolie Foulée, c'est pas ça. Et si on commence à faire exactement ce que font la même chose, ce que font tous les autres médias, crews, communautés à côté de nous, ça commence à nous gonfler et ça nous représente pas. Jolie Foulée, finalement, c'est toujours un peu le pas de côté. Si tout le monde va à gauche, nous, on ira peut-être à droite. Donc toujours avoir l'esprit effectivement léger, décalé. Et ça, c'est ce qui fait finalement, je pense, notre force. Mais bien entendu, pour pas être non plus largué de ce qui se fait, on a conscience de tout ce qui se passe, tout ce qui se trame, parce que, comme tu disais Lionel, on a enrichi un peu tout ça. On a mis aussi l'essence dans le moteur pour que le truc soit si gros aujourd'hui. Mais voilà, toujours, on essaye de prendre un maximum de recul un peu sur le développement le développement du running et sur la culture du running qui est maintenant omniprésente dans nos vies. Même des gens qui sont pas passionnés de course à pied, le running, ça fait partie de leur vie. Enfin, pour moi, il y a un vrai truc de... C'est là, quoi, et tout le monde le touche un petit peu du doigt. Nous, on est au cœur du truc. Donc, il faut toujours être vigilant sur, est-ce que ça, c'est fidèle aussi à ce que Lionel a voulu mettre en place dès le début? Est-ce qu'on est bien faut garder aligné, le sens, quoi. Voilà, exactement. Okay. Pas faire pour faire, prendre un dossard pour un dossard, ou faire un poste pour faire un poste, quoi. Ouais. Et est-ce que vous pensez, moi il y a une question, je pense que vous êtes les bonnes personnes pour y répondre, d'un point de vue plutôt amateur de course à pied, et pas forcément professionnel qui bosse pour des marques et tout, mais il y a une question que je me pose souvent, c'est est-ce qu'on est dans une bulle ou pas? Dans le sens où la popularité elle est montée d'un coup, on voit d'autres sports dont c'est le cas aussi, l'Aerox, le CrossFit, il y a plein d'autres sports en fait, ça monte d'un coup, ça dure 5 ans et ça disparaît. Est-ce que pour vous on est un peu dans une bulle où en fait ça va continuer de monter, les gens vont continuer à se passionner de course à pied et au final ça va vraiment perdurer sur du très 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 long terme? En tout cas, j'espère que la course à pied ça sera le cas et que l'Aerox ça va s'arrêter. Je suis pas du tout partisan pour ce sport. Parenthèse fermée, mais en tout cas non, si on compare un petit peu au niveau de l'entourage, moi je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui souscrivent à un compte Strava, il y a de plus en plus de gens qui enregistrent leur activité, il y a de plus en plus de gens qui se mettent à avoir 2 paires de chaussures pour courir, parce qu'une paire pour faire des footings, puis une paire pour courir plus rapidement. Donc finalement toute l'industrie va dans le bon sens. Donc non, pour moi ça ne fait que grossir. Après je pense qu'il y a
les acteurs, les gros acteurs du running, que ça soit les marques, que ça soit les événements, doivent bientôt, à mon avis, fixer quelques limites. On a pu le voir sur des gros événements de trail, on a pu voir des débordements, entre guillemets, où justement l'engouement faisait que on respectait plus forcément l'environnement dans lequel la course se trouvait. Je sais pas si ça va être le cas, pour tous les événements de course à pied, hein, avec un grand C. Mais en tout cas, je vois que le marathon de Paris a pris déjà des dispositions. Si on va sur le côté écologique, par exemple, le marathon de Paris a pris des dispositions sur les ravitaillements, les gobelets. Donc le développement de tout ça, le fait qu'il y ait de plus en plus de coureurs, forcément il y a des débordements qui se mettent en place, mais c'est aux acteurs finalement de prendre de se retrousser les manches et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça continue à se développer, pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui court, parce que la course à pied, malgré tout, c'est un sport qui nous maintient aussi en forme et qui peut maintenir en forme tous les gens qui s'y mettent. Donc voilà, je pense qu'il y a des personnes, il y a les grands décideurs de la course à pied, si je puis dire, devront peut-être à un moment donné fixer entre guillemets des règles pour pas que le marketing prenne le pas sur la discipline. Ok. Et vous deux, vous pensez que c'est une blessure? Je veux dire, je précise un peu ma question, mais là on voit plein de gens qui se mettent à courir du jour au lendemain parce qu'ils ont été plus ou moins influencés, sensibles à un message, tout comme ça. Est-ce que vous pensez que tous ces gens, les millions et millions de gens là qui s'y sont mis depuis 5 ans, du jour au lendemain ils pourraient se dire vas-y j'arrête tout, ça me saoule, je vais faire de l'Aerox, ou je vais aller faire de la pétanque ou je sais pas quoi? Oui, il y a quand même une possibilité, je pense, parce que il y a beaucoup de gens qui se sont mis à courir via les réseaux sociaux. Et je pense que, je sais pas, il faut pas non plus extrapoler, mais peut-être que les réseaux sociaux n'existeront plus dans 5 ans, 5 ou 10 ans, et que ces personnes-là qui ont été, j'ai pas envie d'employer le terme influencés pour le sport, mais qui se sont inspirés de personnes qui pratiquaient la course à pied, ne les voient plus passer dans leur story ou leur réel, ils disent en fait au final plus personne s'intéresse enfin je peux plus poster mes stories Strava en disant que j'ai fait un blabla run en 4. Ouais. Non, je rigole. Donc je pense que il y a quand même un risque de bulle, que oui ça puisse exploser, mais je pense que ce sera quand même amoindri, parce que mine de rien moi je compare à l'avant Covid et l'après Covid, je trouve que c'est là où vraiment ça a pété niveau course à pied, ça ne fait que monter. Donc même si la bulle éclate un petit peu, ça restera toujours aussi conséquent. Donc moi je pense qu'il y aura toujours plus de monde qui court, et ça c'est une très bonne chose, parce que je préfère ça à ce que les gens se mettent à courir plutôt qu'ils regardent tout le temps leur soirée, leur programme Netflix. Ouais. Donc oui, on peut se plaindre de ça, mais ça reste quand même une bonne chose, parce qu'il faut que les gens pratiquent du sport en fait, qu'ils se bougent. Ok. Et toi Lionel, t'as un truc à partager là-dessus ou pas du tout? Non, j'ai pas une vision très, très aboutie là-dessus, mais non, moi j'ai l'impression que la raison numéro 1 d'arrêt de la course à pied, c'est une blessure. Donc j'ai l'impression que quand tu t'y mets, sauf grosse blessure, il y a ce côté addictif qu'on connaît tous, et ouais, ça, quand t'es piqué, t'es piqué pour un bon moment. Puis j'ai l'impression aussi que même... ça c'est ma petite théorie, mais c'est que le cerveau il déteste être plus mauvais qu'il l'a été, et donc si jamais tu commences à t'entraîner sérieusement, ou même pas sérieusement, mais juste à te mettre dans un tout petit programme d'entraînement, le fait d'arrêter, tu vois que t'es moins bon, et je suis sûr que le cerveau il déteste ça, et peut-être que du coup les gens ils continueront à courir pendant encore hyper longtemps après. Ouais, et puis les progrès ils se mesurent assez vite et assez facilement, donc ça t'entraîne à continuer quoi. Donc, ouais. Et là, vous avez beaucoup parlé aussi des courses un peu à saucisson, des courses vraiment authentiques, pas du tout les trucs très mainstream où tout est sold out en 2 minutes. Ça, c'est un truc qu'il faudrait réussir à redynamiser encore en France, parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque. Je fais un épisode avec Alexandre Céleste de Rematch, où justement lui il collectionne et il vend des t-shirts un peu vintage de course à pied, et en fait en regardant juste son stock on se rend compte de la dizaine enfin même centaines et milliers d'événements qu'il y avait aux États-Unis il y a quelques temps. C'était même un peu le cas en France à l'époque. Ça c'est un truc qui vous ferait kiffer de vraiment si demain vous étiez ministre des Sports, on relance un peu les courses comme ça à l'ancienne. Ouais, clairement moi vraiment ça me passionne. Tu parlais d'Alex
qu'on connaît bien. Ouais, bah ouais. Et là, voilà, moi, c'est vrai qu'il me dit, je porte un t-shirt là de Rhône-Alpes en plus. Ouais, printemps d'Osons Courir, qui est une petite course à côté de Lyon. Et nous, vraiment, c'est des événements auxquels on a envie de donner de la force. Moi, j'aimerais vraiment, je pense qu'on va y arriver, à driver des marques vers ces événements-là. Je voudrais, là, je l'ai encore redit il n'y a pas très longtemps à Jérémy. Lui, il a une course qui s'appelle le Trail du Sommeil, qui est un peu une course à laquelle il participe tout le temps avec sa famille. Et j'aimerais vraiment que, via un partenaire, on soit sponsor numéro 1 de cette course ou celle-là ou une autre, mais celle-là c'est assez facile à mettre en place, je pense, donc je pense qu'on va y arriver. Et voilà, quand je te parlais de choses authentiques, de choses que ne font pas forcément les autres crews, voilà, c'est des choses que du coup faut falloir vite qu'on le fasse, sinon on va nous piquer l'idée, mais voilà, c'est des choses où je veux qu'on soit précurseur et vers quoi je veux qu'on aille absolument. Ok. Hyper intéressant. Merci beaucoup d'avoir partagé un peu votre vision sur ces 10 années et plus de course à pied, l'origine de Joli Foulée, comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous avez fait. C'était vraiment hyper intéressant. Quelques petites questions pour finir. C'est quoi un peu vos prochains objectifs de course à pied si vous en avez ? C'est quoi les prochaines tortures ? Moi, c'est juste revenir. Ça fait 6 mois que je suis blessé là. Ça faisait longtemps une telle coupure. Revenir, j'ai toujours. On est vieillissant, hein, donc les chronos, ça va devenir de plus en plus dur. Donc il y a des petites barrières que j'ai envie de passer. Et puis après, l'idée des 6 majors aussi, quand même, c'est sympa. Voilà, j'aimerais bien cocher tout ça. J'en ai 3. Et puis après, prendre du plaisir tous ensemble, quoi. Continuer à prendre du plaisir. Voilà. Et un autre truc qui est pas forcément performance, mais j'aurais envie d'après, une fois que j'aurai coché mes chronos, j'ai envie de courir sans montre, j'ai envie de faire un marathon sans montre par exemple, juste comme ça aux sensations. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de montre. Et j'ai envie de revenir à ça parce que moi en plus je suis vraiment le nez sur ma montre trop souvent. Toi. Je regarde trop mon allure tout le temps. Ouais. Et j'ai envie de me libérer de ça. Voilà. Bon, ça passe par faire les chronos et après. J'ai parlé avec Marco Jäger qui disait qu'il faisait justement dans un épisode où il disait que des fois Julien Vanders lui prenait la montre avant la séance et il devait faire des séances d'allure semi à la sensation comme ça et qu'en fait il était capable de courir beaucoup plus vite au même ressenti que ce qu'il faisait si on lui donnait les allures sur le bord de la piste, quoi. C'est passionnant ça. Ok. Moi je prépare, je vais essayer malgré mon vieil âge de battre mon record sur 10 km. Je suis très mauvais sur cette distance, j'ai un blocage psychologique, donc j'aimerais bien battre mon record sur 10 km et au mois d'avril prochain je reviens sur le marathon de Paris. 10 ans après mon dernier marathon de Paris et 10 ans où j'ai réalisé la première fois moins de 3 heures et c'était à Paris, donc là voilà, on va faire l'état des lieux un peu pour voir si l'évolution sera bonne. Après il y a une course que j'ai envie de refaire et qui va un petit peu dans tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est de refaire Marvejols-Mende. Ouais, j'ai vu un joli poster là, dans ton bureau, Lionel, là, qui est super beau, super course en plus. Exactement, super course mythique, très très dure, vraiment infâme la difficulté de cette course. Et pour reprendre un peu toujours l'esprit Joli Foulée, il se passe quelque chose à Marvejols-Mende le soir de la course. À minuit, il y a une course secrète qui est organisée dans les rues de Mende, qui est ouverte par la police municipale. Cette course on est très peu vêtus et on court dans le centre-ville de Mende. C'est des tenues un peu aérodynamiques, très minimalistes pour la performance. Ouais. On a eu l'occasion de la faire avec Lionel, on a adoré, du coup je pense qu'on va revenir, donc ouais, c'est vraiment une volonté d'y retourner. Voilà pour les objectifs futurs. Ok, trop intéressant. Et toi, Cédric ? Moi, je continuerai sur mon credo, à savoir tirer la course à pied vers le bas. Non, pas réellement d'objectif. Je pense qu'en 2026, je vais frapper fort. Ok. Je vais frapper fort. Il annonce. J'annonce un semi en mars, un 10K en juin
et potentiellement un marathon en octobre si tout se passe bien, s'il n'y a pas de blessure, pas de bobo. Voilà, mais bien sûr avec des chronos stratosphériques, mais dans l'autre sens du terme. Donc, Du grand spectacle à venir, quoi. Du très très grand. Non, mais parce que les gars, ils sont devenus trop forts, donc il faut que je reste untalented, mais au vrai niveau. C'est toujours s'assurer qu'il y a une moyenne. Ouais, Et sinon... du coup, si les autres progressent, c'est toi qui dois vraiment tirer le reste. Je dis ça parce que j'ai peur sinon pour notre, j'aime pas trop ce terme, mais communauté. Ouais. Parce qu'il faut quand même quelqu'un qui reste un peu dans le réel. Les mecs, ils ont changé, ils sont plus fidèles à ce qu'ils étaient au ouais, début. Ouais, il faut que quand même beaucoup de gens de notre communauté puissent se reconnaître dans les chronos. Quand même. C'est important pour moi. Bah, merci beaucoup à tous les trois. En tout cas, c'est vraiment hyper cool de discuter avec vous. Un petit mot pour tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui sur New Mark. Je sais pas si vous avez envie de raconter une connerie, de partager un truc, un dicton. Vraiment là, c'est le dernier mot libre. J'allais pas dire ça du tout, mais si tu dis un dicton, c'est à tous ceux, hein, notre dicton. Mais certains comprendront. Et en parlant de à tous ceux, j'ai pas pu citer tout le monde de l'équipe, mais une pensée. Je vais pas me lancer dans citer tout le monde parce que je vais en oublier et ils vont m'en vouloir. Mais en tout cas, une grosse pensée pour tous ceux qui ont fait partie de l'histoire Jolie Foulée, Moi, j'aime bien cette idée de porter le maillot, le nombre de sélections. Voilà. Là, il y a quelques vétérans, mais il y en a tous ceux qui ont eu au moins une cape Jolie Foulée. Voilà, je pense à eux, je les remercie aussi pour ce qu'ils ont apporté. Ok. Et est-ce que vous auriez des invités à me recommander ? Parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne, c'est que moi, je connais des gens qui m'ont inspiré. Je demande à mes invités, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont inspiré ? Est-ce que dans ce format un peu là, comme on est en train de faire ce soir, vous voyez des gens qui auraient des trucs marrants, des trucs intéressants à raconter en parlant de course à pied? Lionel, j'ai vu que tu l'avais mentionné. Je voulais le mentionner justement, la personne que je vais dire. Et je pense que c'est Jean-François Pontier. Ouais. Donc Jean-François Pontier, il a un CV plus long que nos 6 bras réunis. Donc je vous laisserai regarder un peu tout ce qu'il a fait, mais voilà, coach des équipes de France de marathon, si je dis pas de bêtises, qui est le père du fondateur de Distance aussi. Alors lui, c'est un personnage incroyable. Je l'ai pas beaucoup rencontré, mais le peu de fois que je l'ai rencontré, il parle jamais pour rien dire. Donc dès que les mots sortent de sa bouche, c'est toujours intéressant. Et puis je pense que en termes d'anecdotes, tu en seras. Enfin, tu seras pas déçu. Il va falloir avoir la carte SD vide exactement, avant de lancer exactement. Après, non, c'est vrai que tu disais tout à l'heure que ton podcast, tu t'étais arraché les cheveux vu que quand tu t'étais lancé, c'était un podcast enfin voilà, tu parlais de running, le running était déjà bien établi. Essaye peut-être aller voir des personnes qui ont fait la course à pied il y a 20, 25, 30, 40 ans. Enfin, voilà, moi je parlais de Jocelyne Vilton tout à l'heure, je la recite encore. Qu'elle puisse raconter de la préparation de ces championnats du monde dans les années 80. Enfin, je pense que ça nous, en tout cas, ça nous permet de voir un peu comment était la course à pied avant, et qu'il y en a qui ont été là au début et qui ont fait en sorte que la course à pied finalement se démocratise un peu. C'est aussi grâce à ces personnes-là. Donc je pense qu'il faut aussi aller faire un petit peu, essayer d'aller voir sur les vieux, des personnes qui étaient là il y a très longtemps. Ça peut enrichir le podcast. Carrément, ça doit faire au moins la 5e fois que je le dis en fin d'épisode, mais c'est un épisode sur lequel je travaille en ce moment sur le running avec des gens qui couraient il y a 30 ans, 30, 40 ans. Alors 40 ans maintenant, il commence à plus en avoir beaucoup, mais trouver des gens qui pourront me raconter ce que c'était que de courir, de faire des compétitions à l'époque où il n'y avait pas ce travail, il n'y avait pas de monde, il n'y avait rien. Vous savez même pas combien de kilomètres on courait à la semaine. Ça peut être vraiment intéressant, je pense. Et toi, Cédric, il y a des gens que tu me recommandes d'inviter ou pas ? Ouais, je pense à une personne, j'ai oublié son nom, pardon. Mais, ça va bien partir de là. Non, ça part bien. Non, mais c'est un gars qui court en retraçant en fait les itinéraires de métro ou parfois des RER dans la région parisienne, et j'aime bien son rapport à la course à pied, parce que c'est quelqu'un qui va pas très vite, qui était assez, j'allais pas dire obèse, mais qui était assez corpulent, et qui s'est mis à la course à pied justement parce qu'il y avait eu un problème de métro, et il avait fait, je crois, la ligne,
je crois, je sais plus, une ou un truc comme ça, et il avait fait en courant. Et du coup, il fait pas mal de courses comme ça, enfin pas de courses, mais de runs comme ça le dimanche, et il y a pas mal de gens qui ont commencé aussi à le suivre. Et j'ai trouvé cette démarche quand même plutôt cool, parce que c'était assez original, et que c'était aussi assez rafraîchissant son rapport à la course à pied. Donc je pense aussi que ça peut être pas mal voilà, de discuter avec lui comment est née cette idée et comment voilà, il fait fructifier son profil en fait. Je dis pas son profil, mais voilà, ces différents runs. Je trouve que c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, j'ai justement tu disais que tu cherchais des personnes qui couraient il y a 30 ans. Je vais te soumettre un profil, tu iras voir un petit peu son background. C'est Patrick Le Borgne. Patrick Le Borgne, c'est un coureur qu'on a découvert sur Strava qui courait tous les jours à 2h du matin et qui faisait la même boucle de 25 km tous les jours. Et donc là, il a fait je sais pas combien de fois le tour du monde depuis qu'il court. Et il se laisse le week-end, pendant les vacances, il fait une grasse mat, il court qu'à 5 heures. Mais voilà, et nous on l'a découvert, on a écrit un petit article là-dessus. Et quand on l'a découvert, on a fait un article et on s'était fait d'ailleurs griller la priorité pour la rencontre par Running Heroes à l'époque. J'en garde un souvenir amer parce que j'aurais rêvé l'interviewer à 2h du matin sur les bords de Marne, là où il court. Mais en tout cas, si un mec comme ça pouvait être invité dans un podcast de running qui puisse nous expliquer pourquoi il fait tout ça, et ça serait génial. J'ai une petite anecdote très marrante là-dessus, c'est que j'ai exactement la même personne à Grenoble. Okay. Je ne dirai pas son nom parce que je crois que c'est un auditeur, mais je le connais pas personnellement, donc j'ai pas envie de l'appeler Michel, qui est assez proche de son prénom. C'est mon coach, un peu des vieux loupards de la course à pied de Grenoble qui est rentré de boîte à 3-4 heures du mat, et ils ont vu un mec courir, et comme il court, et ils ont dit allez, ils l'ont encouragé. En fait, ils voyaient qu'il faisait des tours, mais d'un petit pâté de maison de 800 mètres, et en fait il se tapait 25 bornes. Ils l'ont retrouvé sur Strava et ils ont vu que tous les jours à 4h25 il se lève et il va faire 25 bornes dans un périmètre de 800 mètres. Donc je pense que je vais pas dire toqué parce que j'ai pas envie de présupposer la santé mentale de ce monsieur, mais des toqués de la course, il doit y en avoir quand même pas mal, je pense, plus qu'on le pense. Ouais. Si tu peux arriver à en inviter 3-4 à un épisode, ça va être grandiose. Ouais. Ok, merci beaucoup à tous les trois, c'était hyper cool de pouvoir discuter avec vous. Je vous fais pas l'affront de vous demander où est-ce qu'on peut suivre Jolie Foulée sur Instagram. Sur les internets, sur les internets. Ok. Merci beaucoup. Profitez bien des événements qui vont vous être proposés et que vous allez aussi pousser tout au long de l'année. J'ai hâte de voir un petit peu les accomplissements sportifs de chacun. Certains plus que d'autres. Mais merci beaucoup, c'était hyper cool. Et puis bon courage pour chacun des projets. Hein. Merci à toi Mathis. Merci Mathis. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'On Your Marks avec Jolie Foulée. On espère qu'il vous aura plu et que vous aurez passé un super bon moment en l'écoutant. Si vous souhaitez soutenir On Your Marks, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les réseaux sociaux, à nous suivre sur les différentes plateformes de streaming et surtout, d'en parler autour de vous à vos amis coureurs et coureuses. C'est vraiment ce qui va nous aider à faire grossir On Your Marks. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes, mais en attendant, n'oubliez pas d'aller faire du sport et surtout de faire de la course à pied. À très vite!